Les années SIDA, Frédéric et Valentine, épilogue, été 2025. Sarah, qui s'était assise sur un rocher au soleil, s'étira. La vie de ses grands-parents avait été parsemée d'événements personnels et professionnels palpitants. Philippe fait partie des chanceux qui ont survécu, dit-elle. Oui, mais au prix d'un traitement à vie et qui a eu des effets secondaires importants au niveau cardiaque. Il a quand même dû subir une transplantation cardiaque en 2007, après 2 infarctus qui ont bien failli le tuer. Et justement, vu les effets secondaires des traitements, quelle est l'espérance de vie actuellement? On l'estime en moyenne à 10 ans. Tu vois, Philippe les a largement dépassés. Les traitements se sont améliorés, mais ils ne sont toujours pas sans danger. Ils restent lourds et contraignants. Et le sida est loin d'être battu en brèche, parce que si les traitements sont efficaces en rendant la charge virale indétectable, on a tendance à oublier la maladie. Aujourd'hui, on fait comme si elle n'existait plus vraiment, et ça a commencé très tôt après l'utilisation des trithérapies. Valentine expliqua alors à sa petite fille que dès 1997, on avait commencé à enregistrer un ralentissement de la diminution du nombre de nouveaux cas, et le principal mode de contamination était les rapports hétérosexuels. Les soignants étaient préoccupés par la progression inquiétante de la méconnaissance de la séropositivité parmi les personnes contaminées depuis 1998. Beaucoup de nouveaux malades, souvent hétérosexuels, découvraient leur séropositivité au moment du sida. C'est-à-dire qu'un grand nombre de séropositifs s'ignoraient jusqu'au moment de l'entrée dans la maladie et ne bénéficiaient pas de traitement. La proportion des femmes contaminées augmentait aussi. Enfin, les consultants des centres de dépistage anonymes et gratuits étaient principalement des jeunes de moins de 30 ans, avec une situation sociale souvent précaire, avec de nombreux partenaires, le plus souvent occasionnels, avec lesquels ils se protégeaient moins. Parallèlement, dès 1998, la France relevait une augmentation des maladies sexuellement transmissibles, et notamment des gonocoxies, prouvant la reprise des comportements sexuels à risque. Il fallait donc de nouveau tirer la sonnette d'alarme, car face à une augmentation de l'ignorance concernant la contamination dans la population générale et face à la recrudescence de comportements sexuels à risque, on pouvait craindre une nouvelle flambée de l'épidémie et qui risquait de toucher les populations les plus vulnérables. Les trithérapies ont permis de prolonger la vie des personnes atteintes par le virus, chérie. Mais ils ne marchent pas à tous les coups et on continue à mourir du sida, en France comme ailleurs. À ce titre, l'Europe est largement touchée par l'épidémie. L'Ouest connaît actuellement une véritable situation endémique, principalement par transmission hétérosexuelle. Plus que jamais, il ne faut pas baisser la garde. Préservatifs, dépistage et traitements précoces en cas de contamination restent les meilleurs moyens de lutter contre le sida. Il ne faut pas les oublier. La jeune fille resta pensive un long moment. Dans les services où je suis allée, on parle rarement du sida. Tu as raison, c'est comme si le problème était réglé chez nous en Europe, alors que nous savons très bien qu'en Afrique, le sida fait des ravages. Malheureusement, oui. Si en France, tous les séropositifs connus sont traités, en Afrique, seulement autour de 30% de séropositifs sont traités, ce qui signifie qu'il y a encore des enfants qui y naissent avec le VIH. Je pensais que des fonds avaient été débloqués. Il y a quand même des choses faites au niveau international. Il y a des accords qui permettent au gouvernement d'obtenir des dérogations par rapport aux droits des brevets lorsqu'une pandémie menace leur population. Mais de nombreux pays africains continuent d'avoir des ruptures de stock liées entre autres à l'instabilité politique de ces pays. En outre, on constate le développement de résistance aux traitements anti-VIH classiques dans les pays qui n'ont pas toujours accès aux médicaments les plus récents. Valentine s'interrompit un instant avant de reprendre son argumentaire. L'accès au traitement n'est pas le seul problème. Une grande partie des contaminations sur le continent africain s'effectue par voie hétérosexuelle. La transmission y est particulièrement concentrée au sein de certains groupes tels que les minorités. La situation est donc complexe dans ces pays où ces minorités sont réprimées. Même si les États se sont engagés à prendre en charge l'accès gratuit au traitement, ils ne financent pas la prévention auprès des communautés les plus touchées par le VIH. Mais même en France, des gens continuent de mourir du sida, souvent parce qu'ils ont appris très tardivement qu'ils étaient séropositifs, souvent des personnes en situation de précarité.
Quand on a pour priorité de se loger et de se nourrir, la prise de traitement apparaît secondaire. La grand-mère et la petite-fille continuaient à cheminer sur le chemin du retour vers Bonneval. Comme médecin, tu auras une place centrale dans la prise en charge et la prévention du VIH, reprit Valentine, notamment avec les traitements préventifs. Déjà utilisés de manière très efficace pour éviter la transmission mère-enfant, ces traitements antirétroviraux ont révélé des vertus préventives au niveau de la transmission sexuelle à partir de 2008. Aujourd'hui, les personnes qui vivent avec le VIH savent que sous traitement, avec une charge virale indétectable, elles ne transmettent plus le virus par voie sexuelle. Ça a bouleversé les pratiques et les représentations chez les personnes infectées et leur entourage. La trithérapie permet ainsi aux séropositifs d'avoir des charges virales indétectables et de réduire considérablement la transmission du virus. Mais la première arme reste le préservatif. Et où en est-on au niveau des traitements ? Aujourd'hui, la thérapie de référence associe plusieurs médicaments antirétroviraux, souvent 3. La réplication du virus est alors sous contrôle et le VIH n'est plus détecté dans le sang. Le système immunitaire retrouve plus ou moins bien son efficacité contre les autres agents pathogènes, mais la persistance du virus induit une inflammation chronique qui est associée à un risque de développer des maladies telles que le diabète, le cancer et de problèmes cardiovasculaires. Et pour être totalement efficace, ce traitement doit être pris tôt. Cependant, il n'arrive jamais à éliminer totalement le virus de l'organisme. Car si le patient arrête son traitement, le virus réapparaît dans le sang au niveau qui précédait le traitement. Le virus réside en effet sous forme latente dans des cellules dites réservoirs, qui apparaissent très tôt, dans les 3 jours qui suivent l'infection. Ces cellules réservoirs contenant le virus à l'état latent sont hors de portée des antirétroviraux, qui agissent sur la phase de multiplication du virus. Pourtant, certains patients, souvent porteurs de facteurs génétiques favorables, sont capables de contrôler le virus naturellement. Il s'agit des contrôleurs du VIH, des rares patients que des équipes de l'Institut Pasteur étudient pour essayer de comprendre leurs mécanismes de contrôle et les induire chez d'autres patients. « Ce serait génial !» s'exclama Sarah. « Et où en est la recherche aujourd'hui ?» Elle se poursuit pour tenter de trouver des traitements qui guérissent et ou un vaccin qui protège. J'aimerais avoir une vie aussi riche que la vôtre à toi et papy. Vous avez côtoyé des gens passionnants, comme François Vasse. J'en ai beaucoup entendu parler quand je suis allée en médecine interne. Tu sais que je suis dans la même promo que son fils Alex ? Oui, je le savais, chérie. Il faudrait que tu me racontes comment maman a rencontré mon père. Ta mère t'en parlerait mieux que moi. Je sens qu'elle ne me dit pas tout. Nous verrons, mais plus tard. Pour l'instant, allons rejoindre ton grand-père. Valentine accéléra le pas, suivie par Sarah. Elle avait hâte de le retrouver. Chaque moment ensemble était précieux. Ils étaient toujours aussi intensément amoureux, n'avaient aucun secret l'un pour l'autre, et ils venaient de fêter leurs 40 ans de mariage. Leur noce d'émeraude. Émeraude, comme les yeux de Valentine. Ceci était le dernier chapitre des années SIDA, Frédéric et Valentine. Afin que vous vous y retrouviez dans les personnages, eh bien voici un arbre généalogique de la famille Hacheret-Tuillier, et vous trouverez également les autres personnages qui gravitent autour de ce couple.